Précédemment, dans le système. Je m'appelle Karim, j'ai fait 8 mois dans une maison d'arrêt. La violence là, qui est en ce moment dans les prisons, elle est vraiment folle. Comment te dire, moi le fou que j'ai eu en cellule, j'ai eu un fou, un mec qui est arrivé, j'étais sur mon lit, je vois qu'il prend un verre, il le pète sur la tête de mon pote. Après il pète une assiette. On a dû l'attacher, lui mettre plein de coups de fourchette dans les jambes, tu sais, pour le calmer. Émilie Martin, je travaille dans la réinsertion des personnes condamnées soit à l'extérieur, soit en milieu carcéral. À partir du moment où tu recrutes 2 à 3 promotions de surveillants à 1000 à 1100 personnes par an, tu as dans le lot des personnels corruptibles, tu as des personnels violents, tu as des personnels pas très humains. Et puis les matons, c'est plus les mêmes. On voit que ça a baissé, le recrutement des matons a baissé. Ils sont cons comme des bites. Le mec qui est payé 1500 ou 1400 euros hors heure sup pour faire ce taf-là, mais moi je le fais pas. Faut pas déconner, pour te faire insulter, cracher dessus, parler comme une merde les 3/4 de la journée. J'ai vu des mecs se faire trancher de l'oreille jusque tout le bras, se faire ouvrir la joue, donc tu voyais les dents. Un jour, mon père m'a raconté une anecdote. Il était en déplacement pour le boulot et il aperçoit un mec qu'il a déjà vu. Sa tête lui parle. L'autre aussi reconnaissait mon père. Et il cherchait où est-ce qu'on s'est déjà vu. Un meeting dans telle ville ou un truc comme ça et tout. Non, ça cherche. Il voit pas. Et d'un coup, mon père a un éclair de génie. Et il réalise que en fait, c'est une personne qu'il a déjà croisée régulièrement le samedi matin au parloir. Je m'appelle Mathilde et je suis la sœur de Karim. T'es content, c'est ta petite bouffée d'oxygène. Ah, le parloir, ça te regonfle une semaine. Ah ouais. Le parloir, surtout quand t'es condamné, t'as un parloir semaine. Quand t'as un mandat de dépôt, t'en as 3. Là, t'as ton parloir, t'es content, ouais. Le parloir, ça te regonfle, Et je regarde sur internet quelles sont les démarches à faire pour avoir un droit de visite. Mes parents, eux, avaient déjà lancé les démarches, je sais pas, 1 ou 2 jours avant, enfin dès qu'ils l'ont su, quoi. Donc mon père me dit, t'as ce papier à remplir, le numéro d'écrou de ton frère, c'est ça, et tu l'envoies à la prison où il est incarcéré, et tu attends. Et tu recevras un courrier avec la décision. Donc j'ai rempli ces papiers. Le truc, c'est que avec mon frère, on n'a pas le même papa. On te demande ton positionnement par rapport aux détenus. Moi, j'avais mis sœur, mais on n'a pas le même nom de famille. Il a fallu que je fournisse des actes de naissance pour prouver qu'on avait bien la même mère. En gros, pour avoir un permis, je pense que ça a mis 1 mois et demi, 2 mois. Ben déjà, à 7h du matin, on te dit ton nom, parloir famille. Donc tu sais que t'as 1h30, 2h pour te préparer. Tu te prépares, tu te remets sur ton plumard et t'attends qu'on vienne te chercher. En gros, quand tu arrives, il faut que tu sois là au moins 1 demi-heure avant pour pouvoir passer les différentes étapes avant d'arriver au parloir. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on arrivait 45 minutes avant. Comme ça, déjà, tu peux t'inscrire pour les prochains parloirs. T'as le temps de fumer une clope si tu veux, prendre un petit café, machin. Et ensuite, tu as un casier où tu déposes tous tes objets métalliques, portables, clés de bagnole. Enfin, en général, nous, on mettait le sac à main. C'est comme un casier de collège ou de piscine. Tu mets ton petit code. Et tu rentres dans le premier sas du parloir. Donc là, toutes les familles rentrent. On est collés serrés tous ensemble. Et on est devant le détecteur de métaux, une espèce de portail comme les aéroports, en gros. Et on appelle les visiteurs par ordre alphabétique en fonction du nom de famille du détenu. Mes parents ont, entre guillemets, la chance de vivre près de la maison d'arrêt, de pouvoir venir tous les samedis. Mais cette maison d'arrêt, il y a des gens qui s'y rendent, ils viennent, ils font 5 heures, 6 heures, 7 heures de bagnole, ils dorment à l'hôtel pour 1 demi-heure. Et les gens peuvent se faire priver de parloir pour un oubli. Si tu sonnes, il faut qu'on trouve ce qui sonne pour que tu le retires. Des surveillants disent en gros, vous avez 3 chances. Si vous sonnez les 3 fois, c'est foutu, pas de parloir. Parfois, dans l'émotion des premiers parloirs ou des choses comme ça, tu peux oublier tes clés de voiture sur toi, ta ceinture, t'as pas vu que tes chaussures elles avaient une boucle en métal, tu sonnes une fois.
T'enlèves tes pompes ou ta ceinture, ça passe sur le tapis roulant, on check que tout va bien, et ensuite tu peux rentrer ou pas. Les visiteurs, on va leur mettre des surveillants qui ont le sourire un peu sud-ouest, un peu déconne, tu vois. Les durs à cuire, les surveillants du mitard, tu les verras jamais au parloir. Parce qu'au mitard, c'est d'autres surveillants. Par contre, tu peux avoir des surveillants qui ont une envie d'excès de zèle peut-être. Et si tu sonnes une fois, tu t'en vas. Ce qui s'est passé pour ma mère, par exemple, une fois, c'est qu'elle a passé le portique, elle a sonné, elle s'est rendue compte que c'était son soutien-gorge. Et le surveillant lui a dit « dehors ». Tous les portails sont gérés par des clés, il y a des barbelés. Moi, ça m'a impressionnée, je me sentais un peu comme dans un film la première fois que j'y suis allée. On traverse une première cour, et puis ensuite on nous restocke dans une salle décorée. Je sais pas s'ils veulent donner une impression de foyer rural. Voilà ce que des détenus ont fait, ils ont pas une fresque et on attend dans cet environnement-là avec quelques chaises. C'est vraiment une salle d'attente un peu cracra. Ensuite, il y a un autre surveillant qu'on n'a pas encore vu qui ouvre la porte, qui appelle chaque famille, j'en sais rien, Monsieur Dupont, parloir 1, Madame Michel, parloir 2. Là, tu vas dans une salle d'attente, après on t'amène au bâtiment des parloirs. Là, on te met un truc, tu sais, les trucs qui mettent en boîte fluo, tu sais, sur les mains, sur les poignets. T'as ça, le passage des mains, des empreintes digitales, et puis on t'attribue une cabine et ton parloir, il est là. On rentre dans une petite pièce, il y a une table et 3 ou 4 chaises dispo, en plastique. La table est vissée au mur. On rentre, on attend 5-10 minutes que la porte s'ouvre de l'autre côté et qu'on puisse voir enfin le détenu qu'on est venu visiter. T'attends rien, t'attends les nouvelles, tchatcher, voilà. Et te remonte le moral, voir ta famille avec le sourire, déjà c'est cool. Hein. C'est vraiment bien le parloir. Hein. On se rend pas compte, ces petits 3 quarts d'heure là, ils font vraiment, vraiment du bien. Au tout début, on parle vraiment de tout et de rien. Du quotidien. On évite même presque un peu le sujet. Parce qu'il est enfermé toute la journée et qu'on se dit qu'il a autre chose à penser et que s'il veut le mettre sur le tapis, il le fera tout seul. Un parloir, c'est très court, c'est une demi-heure. Donc on va pas se foutre la tête dans le caca dès les premières demi-heures où on se voit. Même si t'as pas envie, même si ton petit il a fait de la merde, il faut remonter le moral. Ouais. Pas parler des trucs de merde de suite. Faut pas, tu vois, faut pas l'accabler, faut pas lui dire oui, t'aurais pas dû faire ça. Enfin, t'essaies de parler de trucs légers, limite, tu fais exprès de parler de trucs à côté. Et après, au fur et à mesure, t'abordes les trucs importants. Mais au départ, il faut remonter le moral. Parce qu'un parloir qui se passe mal, c'est une semaine où t'es mal après en cellule. Officieusement, on peut te faire passer des téléphones, de la dope et du shit. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Même des paquets de cigarettes, là, dans des cellophanes, ils les mettent là. Et après, c'est trouver ta chance. Et donc une fois, c'est le début d'un parloir. On attend dans ce deuxième sas. Les familles ont déjà déposé les sacs. Et il y a une dame qui est appelée par un surveillant. Et donc quand quelqu'un est appelé par un surveillant et qui revient dans le sas, on est un peu une team. On check si tout va bien. Parce que c'est peut-être un parloir qui s'annule, quelque chose qui est refusé, une mauvaise nouvelle, quelque chose qui va être mal vécu, alors que c'est un moment un peu de tension parce qu'on attend de rentrer dans le parloir. Et donc un jour, une dame est appelée, elle revient, elle est hyper mal, et en fait on comprend qu'elle avait ramené les lunettes de son fils, qui était donc en détention, et qu'on lui refuse, qu'on ne peut pas transmettre cette paire de lunettes, que ça fait pas partie de la liste des objets autorisés, et qu'il lui faut, je crois, une ordonnance médicale qui prouve qu'il a besoin de lunettes et que c'est bien ses lunettes, etc. La femme était hyper mal, il y a d'autres mamans qui se sont rapprochées d'elle pour lui demander comment ça allait. En gros, elle explique que voilà, elle peut pas amener les lunettes de son fils, qu'elle les avait, qu'il voit rien sans ses lunettes, que ça fait quelques jours qu'il est en détention, qu'il est myope et que c'est mort. Et là, il y a cette espèce de solidarité qui se joue et les bons conseils. Presque unanimement, les dames lui disent « Mais la prochaine fois, prenez les lunettes de votre fils, vous les mettez sur votre nez et vous lui donnez au parloir. » Je m'appelle Sophie, je suis surveillante pénitentiaire. Alors, je pense que la moitié d'entre nous ont un compagnon ou un mari ou une femme qui fait le même métier. Parce qu'on passe le 3/4 de notre temps au travail et que c'est là où on fait le plus de connaissances. C'est là où on est très, très nombreux. C'est là où on se voit tous les jours, où on crée des liens entre collègues. Certains collègues ne voulaient surtout pas ou ne veulent surtout pas être justement avec quelqu'un qui fait le même travail. Je m'appelle Valentine, j'ai 33 ans et je suis magistrat.
À part les gens qui vivent notre réalité, il n'y a pas grand monde avec qui partager ça. Et moi, c'est peut-être ça que je trouve difficile. C'est d'avoir l'impression de porter un regard sur le monde tel qu'il est et qu'il n'y ait pas forcément de place pour en parler au-delà qu'un fait divers qui va intéresser les gens. Et puis au-delà de ça, entendre parler de ce que c'est réellement les violences conjugales ou ce que c'est un homme violent, par exemple. Qu'est-ce que c'est un homme violent? Ça, ils n'ont pas envie de rentrer dans cette nuance. Le meilleur moyen, quand on est avec une personne qui fait le même travail, c'est de pouvoir en parler à la maison parce qu'on en a besoin, parce qu'on a forcément parfois des tracas, des soucis, des préoccupations, et de pouvoir partager, avoir d'autres points de vue, tout lâcher en fait, même si c'est juste pour écouter, et ça permet justement de décompresser. Par contre, ne pas en parler tout le temps. Quand il y a des soucis, oui, mais pas forcément tout le temps non plus, parce que je pense qu'au bout du compte, ça bouffe. En fait, je me suis vue à chaque fois qu'on avait une vie sociale pendant ce moment à raconter, et là aujourd'hui j'ai eu ça. Et mon mari a dû me dire à un moment, écoute Valentine, je crois que tu te rends pas compte, mais il faut pas que tu fasses ça parce qu'en fait les gens, tu te rends pas compte comme ça. Toi, tu as besoin d'en parler, mais les gens en fait ils veulent pas entendre ils veulent pas entendre que il y a des gamins qui vont toquer chez les voisins parce que en fait leur mère leur fait pas à manger, qui finissent par toquer chez les voisins, mais qui prennent la précaution de pas toquer chez les mêmes voisins tous les soirs parce qu'ils savent très bien que si la police vient, ils vont être séparés de leur maman. Ils veulent pas savoir, ils veulent pas entendre. Il y en a qui n'ont pas de parloir du tout. Les clandos, ils n'ont pas de parloir. Les clandestins, ils n'ont pas de parloir. Pas de parloir du tout. Ils voient personne. Personne ne vient les voir. Honnêtement, il y a des moments où je pleure toute seule dans mon bureau juste parce que parfois c'est trop dur. On gère trop de souffrances humaines, on ne gère que ce qui dysfonctionne, on n'entend que ce qui dysfonctionne. Alors ça va être une histoire sordide d'enfant avec ses parents, ça va être une histoire de chien laissé mourir dans un appartement tout seul, qui a commencé à manger les meubles tellement il avait faim. Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais il y a toujours un moment où je sens que c'est beaucoup à gérer. Enfin, j'essaie d'être au clair sur le fait, oui, c'est beaucoup à gérer. Et c'est d'autant plus difficile à gérer que en parler en dehors de notre cercle, en fait, c'est assez compliqué parce que ça fait rentrer les gens dans une réalité dont ils n'ont pas envie de parler. Il y a 10 ans, j'étais encore à la fac. J'avais absolument pas envie de partager le fait que mon frère soit en prison, non pas par honte, mais parce que j'avais pas du tout envie que ça devienne un sujet au moment où moi, j'avais pas envie d'y penser. Je me définis pas comme secrète, mais j'aime bien que mes trucs perso restent perso tant que j'ai pas décidé l'inverse, on va dire. Du coup, on en parlait en famille, mais bon, pas avec toute la famille, parce qu'il y avait des membres qu'on protégeait un petit peu de la nouvelle, comme par exemple les grands-parents, ou encore mon neveu, le fils de Karim. Non, j'espère que mes enfants feront autre chose, franchement. Après, oui, je l'ai recommandé. D'ailleurs, mon frère, il y est. Il a passé le concours et il y est. Il n'est pas si mécontent. Les débuts ont été durs parce qu'il a atterri sur Paris. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas insatisfait de son travail. Et puis, c'est un travail... vous êtes fonctionnaire de l'État. C'est-à-dire que vous ne retrouverez pas au chômage du jour au lendemain. Donc, je l'ai déjà recommandé à plusieurs personnes, oui, effectivement. Mais c'est vrai qu'on espère toujours de nos enfants qu'ils feront autre chose que ce qu'on fait nous. On verra bien. De toute façon, dans notre entourage, on le conseille tôt ou tard à quelqu'un, oui, qui a peut-être besoin d'un travail stable ou qui se cherche ou passe-le le concours, pourquoi pas, tu verras bien. Et puis, il y en a à qui ça plaît énormément, ce travail-là. Il faut dire aussi que c'est pas surveillant pénitentiaire, c'est pas un travail qui déplaît. Ma maman, je me rappelle, la première fois qu'elle m'a vue en uniforme, ça lui a fait drôle. Elle était très étonnée, comme si elle me reconnaissait pas. Ça lui a fait drôle. Après, je me rappelle pas si elle m'avait dit quelque chose. Mais je sais que ça lui a fait drôle, ouais. On avait pris des photos, je me rappelle. Elle et moi toute seule. Je prenais la pose et tout. Oui, ça, je me rappelle, ouais. Ça lui a fait bizarre. Cette année, je crois que je l'ai pas annoncé. Parce que aucun intérêt. Mais quand les gens me posaient des questions et me demandaient des nouvelles de Karim,
Je disais, ça va pas très bien. En ce moment, il est incarcéré. Il est en maison d'arrêt. Oui, cette année, il y a eu des regards un peu compatissants, mais je suis assez âgée et assez mûre par rapport à la première fois pour me dire que les gens me renvoient leurs sentiments et peut-être qu'ils s'imaginent, eux, si leur frère était incarcéré, qu'est-ce qu'ils pourraient ressentir, s'imaginer que c'est dur, etc. Et donc, sans faire de la pédagogie, mais des fois, j'avais la motive pour expliquer comment ça allait, comment je le sentais, que je n'étais pas au bout du rouleau, que c'était pas évident, mais que il fallait que la vie continue à côté. Même pour lui, pour pouvoir lui apporter une compagnie agréable au moment des parloirs, des courriers un peu sympas. Ah, les courriers, non, les courriers, c'est cool aussi. Pareil, ça regonfle. Ça regonfle parce qu'il faut répondre, donc ça te prend du temps un peu. Du temps de pli sur Hanouna. Le dernier mois et demi de parloir, ça fait qu'il en reste que 4 ou 5, quoi. On parle évidemment de la sortie et on essaie de voir plus comment lui l'envisage, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, il en est où, quelles sont les démarches éventuelles qu'il va y avoir à faire, etc. pour essayer de préparer le terrain pour la suite. Vous venez d'écouter Le Système, un podcast d'Élise Costa et Mathilde Largetot, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. La musique est signée Arnaud Denzler.